Oui, bonjour. Bonjour à tous. Merci d'être venus. Merci de nous écouter en ligne. Nous sommes réunis pour parler aujourd'hui de la prochaine pandémie, ce qui est un petit peu anticipé puisque celle-ci n'est toujours pas terminée. Mais il s'agit de préparer notamment le système de santé aux futures pandémies pour éviter d'avoir à revivre ce que nous venons de vivre depuis 18 mois en France, mais un peu partout sur la planète. Le choc a été quand même assez terrible en termes humains, d'abord. Là, on est de manière officielle à 3,8 millions de morts, mais sans doute c'est très très sous-estimé. Et cette crise a quand même témoigné de l'impréparation assez forte des nations à ce qui s'est passé, et notamment en Occident qui se pensait absolument... qui pensait impossible de se faire submerger de cette façon. Donc, pour parler de ce sujet de préparation des systèmes de santé aux futures pandémies, nous avons le plaisir et la chance d'accueillir 6 intervenants de qualité. Donc, je vous les présente. Alors, donc, nous avons Sylvie Briand, qui est en visioconférence avec nous de Genève, qui est directrice à l'OMS en charge de la gestion des risques infectieux. Anders Tegnell, épidémiologiste en chef de l'Agence de santé publique suédoise. Arnaud Vessier, qui est PDG du groupe international SOS, qui est à mes côtés. Bernard Ben Saïd, qui est fondateur et PDG du groupe AVEC, ex-Docto-Gestio. Et Philippe Lamoureux, directeur général du LEM, le syndicat des entreprises du médicament. Et je n'oublie pas Joël Mokir, qui est professeur d'économie et d'histoire à la Northwestern University de Chicago et membre de l'Académie américaine des arts et des sciences. Donc, je passe tout de suite, comme il est de tradition, la parole au coordinateur du Cercle des économistes, Pierre-Yves Joffard, directeur de l'École d'économie de Paris et spécialiste de l'économie de la santé. Pierre-Yves, vous êtes avec nous? Avec vous. Moi, je vous entends. Je vous cède la parole. Allez-y, pour introduire ce débat. Bienvenue à tous. Merci à l'ensemble des intervenants. Alors, j'entends ce qui est insupportable. Simplement, quelques mots très rapides d'introduction. Évidemment, le thème de cette séance, ce n'est pas analyser la crise pandémique dans laquelle nous sommes, mais c'est comment se préparer à la prochaine. On peut voir déjà, même à chaud, constater des différences énormes de traitement et de réaction face à cette pandémie, notamment au début, entre les pays qui étaient plus préparés, qui étaient mieux préparés, et les autres. Donc, comment éviter de se retrouver dans l'impréparation dans laquelle nous avons été? Pour ça, évidemment, on va beaucoup parler du Covid, mais peut-être pas seulement. Il y a d'autres pandémies qui peuvent aussi nous apprendre des choses intéressantes. Les épidémies qu'on est parvenu à éradiquer, celles qu'on a du mal à éradiquer, le VIH également, qui est une pandémie mondiale. On ne va pas aborder toutes les questions. Cette crise du Covid, son caractère, ce qui est le plus frappant, c'est son caractère global. La santé, l'économie et la vie sociale, la santé aujourd'hui et la santé demain. Elle touche de manière différente, mais elle a touché et elle touche encore et elle va continuer à toucher toutes les régions du monde. Elle touche toutes les populations de manière également différente et contrastée. On ne va pas pouvoir tout aborder, mais parmi les points qui me paraissent importants à avoir en tête, c'est encore une fois, il s'agit de réfléchir aujourd'hui à comment se préparer à la prochaine pandémie dont on ne sait pas ce qu'elle sera, on ne sait pas quand elle arrivera, mais on sait qu'il y en aura d'autres. Donc, parmi les points qu'on pense aborder, la question de la surveillance épidémiologique, à la fois au niveau global, au niveau de la planète tout entière, mais aussi au niveau local, voire même micro-local. Ce sont des questions importantes. L'articulation entre collectif et individu et
et facultatif, dans quelle mesure on s'appuie sur la responsabilité individuelle face à un tel risque, dans quelle mesure on met en œuvre des stratégies de réduction des risques, hein, qui ont fait leur preuve dans d'autres pandémies. Euh, Comment les entreprises elles-mêmes peuvent se préparer à la prochaine pandémie en termes d'organisation, en termes de structure, notamment au niveau international. Sur l'offre de soins, comment adapter, comment préparer aujourd'hui le système de soins à faire face à une pandémie avec éventuellement un afflux massif de malades. Comment articuler toutes les forces en présence, comment mobiliser toutes les énergies pour répondre de la manière la plus agile et la plus rapide possible. Et évidemment, du, dans, de quelle innovation, comment encourager les innovations pertinentes, notamment dans le domaine pharmaceutique. Hein. La pandémie actuelle a montré beaucoup de faiblesses sur beaucoup de domaines, mais a également montré que l'humanité, quand elle mettait ce qu'il faut, ce qu'il fallait sur la table en termes d'efforts, en termes de moyens humains, en termes de moyens financiers aussi, était capable en un temps record de produire un vaccin qui est pas forcément la baguette magique qui va nous débarrasser de ce virus, mais en tout cas un outil absolument déterminant dans, dans dans la sortie ou dans l'atténuation de la pandémie. Mais on a vu également dans le domaine pharmaceutique que ça a mis en lumière aussi d'autres fragilités sur la supply chain, sur l'approvisionnement, certains médicaments, des éléments qui n'étaient pas uniquement, qui ne sont pas forcément tous nouveaux, mais qui ont été mis en lumière de manière très forte par la crise actuelle. Donc encore une fois, je remercie l'ensemble des intervenants à qui je cède la parole immédiatement. Enfin, je repasse la parole à Nathalie Rollin pour animer cette table ronde. Et si j'ai le temps, je ferai quelques petits mots de conclusion à la fin, mais si le débat s'enclenche, ce sera plus intéressant que d'écouter une petite synthèse de ma part. Merci Pierre-Yves. Donc nous allons tout de suite rejoindre Genève avec le docteur Sylvie Briand. Docteur Briand, vous êtes là? Vous nous entendez? On ne vous entend pas là. Vous nous entendez? Vous m'entendez? Très bien, c'est parfait. Donc vous êtes à la tête du département des maladies infectieuses de l'Organisation mondiale de la santé, en charge des risques épidémiques et pandémiques. Donc au cours de cette crise, l'OMS a essuyé pas mal de critiques au tout départ pour avoir tardé à décréter l'état d'urgence sanitaire de portée internationale, qui est l'outil à sa disposition pour alerter les États d'une menace imminente et globale. Donc le premier point serait sans doute de savoir est-ce qu'il y a encore des progrès à faire en termes de surveillance épidémiologique au niveau planétaire pour améliorer, mieux anticiper l'arrivée ou la possible arrivée d'une pandémie de cette nature. Et par ailleurs, j'aurais aimé savoir si vous considérez qu'il y a aussi à améliorer la gouvernance mondiale, la gouvernance mondiale en matière de santé. Est-ce qu'il faut plus de moyens, selon vous, obtenir des États, plus de coopération et plus de transparence? Quels sont les leviers sur lesquels on peut appuyer pour améliorer les choses à l'avenir? Oui, bon après-midi. Merci beaucoup de m'avoir invité. Est-ce que vous m'entendez? J'ai un écho très important. On vous entend très bien. Allô? On vous entend parfaitement bien. Est-ce que vous nous recevez? Est-ce que vous m'entendez? Oui. Ok, pardon. Alors voilà, j'ai toujours l'écho. Non, nous on n'a pas d'écho, vous pouvez y aller. Bon, je vais faire de mon mieux alors parce que c'est assez gênant en fait. Donc je vous remercie pour vos questions et effectivement, donc c'est pas la première pandémie de ce siècle puisqu'on avait déjà eu la pandémie de grippe en 2009 et
Et on a utilisé pour les premiers mois de cette pandémie le règlement sanitaire international, qui est un règlement qui avait été adopté par tous les États membres de l'OMS, 194 pays, et qui avait été revu en 2005. Et donc en 2009, c'était la première fois qu'on l'utilisait pour la pandémie de grippe. Et là, on a réutilisé ce même cadre légal pour gérer les premières notifications des cas de Covid-19 et puis partager l'information au niveau des pays. Donc effectivement, on peut voir que c'est très difficile quand une nouvelle maladie émerge, comme c'est le cas de la Covid-19, de tout de suite lancer l'alerte. Parce que cette alerte initiale dépend de plusieurs choses. D'une part, que quelqu'un se rende compte qu'il y a quelque chose d'anormal qui est en train de se passer. Et pour la Covid-19, c'était très compliqué parce que c'est arrivé au moment de l'épidémie saisonnière de grippe. Donc des gens qui toussent, qui ont du mal à respirer, il y en a beaucoup à cette époque de l'année. Donc même en Chine, où ils ont quand même un assez bon système pour repérer ce genre d'événements, c'était très difficile de voir qu'il y avait quelque chose d'anormal qui était en train de se passer. Et ça a pris quelques semaines pour vraiment non seulement détecter ce signal, mais aussi de pouvoir le confirmer par des examens de laboratoire. Donc, effectivement, le premier défi qu'il y a, c'est détecter les signaux, les premiers signaux d'une pandémie. Et le deuxième défi qu'on a, c'est de faire du diagnostic. Parce que comme c'est un pathogène nouveau, on n'a pas forcément le diagnostic qui permet de le découvrir. Et donc, il faut que les prélèvements soient envoyés dans des laboratoires très sophistiqués et capables justement de faire de la découverte de nouveaux pathogènes. Donc, cette capacité diagnostique est souvent manquante. Dans la plupart des pays où on a des émergences de nouveaux pathogènes, ce sont des pays qui sont marqués par une très grande biodiversité. C'est souvent des zones tropicales ou des zones en fait où souvent on a un système de santé qui est un petit peu déficient et on n'a pas toujours le laboratoire ou les capacités diagnostiques qui seraient nécessaires pour découvrir des pathogènes émergents. Donc ça, c'est les premiers stades d'une épidémie. Donc évidemment, si ces premiers signaux ne sont pas là, évidemment, toute la partie internationale et justement l'information de tous les États membres à travers le règlement sanitaire international peut être retardée si on ne peut pas faire ces premiers diagnostics. Donc là, on essaye d'améliorer effectivement ce système, d'une part en dotant les pays les plus à risque de voir des pathogènes émergents de meilleurs systèmes de détection, mais aussi les États membres ont revu le règlement sanitaire national récemment pour essayer de faire en sorte qu'il soit plus adapté à la détection précoce des alertes pandémiques. Mais la deuxième partie qui est aussi très importante, c'est le monitoring en termes de surveillance et de pouvoir monitorer l'événement. Et pour ça, il faut non seulement avoir des systèmes de surveillance qui détectent la maladie, donc pouvoir compter les cas et les décès, mais aussi il faut pouvoir avoir des systèmes qui permettent de monitorer l'impact sur le système de santé, donc savoir le nombre de lits qui sont occupés, si les hôpitaux arrivent toujours à faire face, si les médecins généralistes ne sont pas débordés, etc. Et donc souvent on manque en fait de ces informations, ou si on les a pas en temps réel. Elles arrivent un peu par mois, chaque mois, ou voire à des fréquences éventuellement même moins réactives. Donc ça, c'est quelque chose qu'on doit améliorer dans le futur parce que l'impact sur le système de santé, c'est quelque chose de très important pour décider quelles mesures on doit prendre pour réduire la transmission, par exemple, ou prendre d'autres mesures qui vont avoir un impact social. Et enfin, il est très important aussi, je pense, qu'on se dote de systèmes de monitoring avec des indicateurs qui touchent des secteurs en dehors de la santé, notamment des indicateurs économiques, savoir comment l'économie se porte durant ces pandémies. Et en fait, oui. Pour l'instant, on dépend beaucoup d'études qui arrivent pas forcément en temps utile. Et donc, il serait bien d'avoir des systèmes qui soient beaucoup plus réactifs et qui nous permettent en fait de monitorer aussi la gestion de la crise plus en temps réel. Et je pense que ce dont on manque aussi, c'est vraiment d'indicateurs sur l'impact social des pandémies.
puisqu'on a vu durant ces derniers mois qu'il y avait un gros impact social sur la cohésion sociale, la santé mentale de certaines couches de population, etc. Et tous ces indicateurs en fait d'impact ne sont pas recueillis en temps réel, et donc on a ces informations un peu tard pour prendre des mesures correctives la plupart du temps. Docteur Briand, donc ça, c'est pour répondre à votre première question sur la surveillance mondiale. En termes de gouvernance, on a besoin aussi effectivement de revoir ça, et nos États membres sont en train de discuter de cet aspect en essayant de mettre en place un traité pour la réponse et la préparation aux pandémies. Et les discussions sont en cours, et il y aura une grande discussion mondiale en novembre de cette année où des propositions seront mises sur la table pour voir comment on peut améliorer la gouvernance mondiale. Merci beaucoup, docteur Briand. Je vais passer la parole à Anders Tegnell. Monsieur Tegnell, vous êtes en ligne? Oui, bonjour. Yes. Bien, je vous présente rapidement. Vous êtes épidémiologiste en chef de l'Agence de la santé publique suédoise et le principal artisan d'une stratégie face au coronavirus fondée initialement sur la responsabilité individuelle. Vous m'arrêtez si jamais je me trompais. Et le refus de restreindre les libertés de manière excessive, de confiner la population ou de rendre le port du masque obligatoire. Ça, vous êtes un peu parti sur cette base-là. Et cette stratégie a été d'abord tout à fait saluée, eu égard aux premiers résultats de la Suède par rapport à la pandémie, notamment sur le plan humain, puis critiquée, la Suède faisant finalement moins bien que l'ensemble des autres pays scandinaves. Donc voilà, ma question aujourd'hui, c'est au regard de votre expérience en cas de nouvelle pandémie, est-ce que vous modifieriez votre approche en termes de stratégie nationale par rapport à une nouvelle pandémie? Bien sûr, il faudrait une nouvelle solution pour la nouvelle pandémie. La nouvelle pandémie qui arriverait serait complètement différente. Mais je pense que il faut prendre en considération une stratégie qui combinerait la responsabilité individuelle, mais aussi il faudrait prendre en compte des restrictions juridiques, notamment pour les magasins, pour les entreprises. Alors ce qui est important, c'est aussi d'éviter la transmission du virus, c'est-à-dire la distanciation physique. C'est d'ailleurs ce qu'ont fait beaucoup de pays. La Suède n'a pas fait cela dès le départ, mais nous avons obtenu de bons résultats. Et on voit qu'on se situe un petit peu en deçà de la moyenne européenne. C'est vrai que la Norvège et la Finlande s'en sont bien sortis aussi par rapport à d'autres pays européens. Et c'est vrai que la Suède est comparable à la Belgique et aux Pays-Bas. Et si on regarde les chiffres, ils ne sont pas véritablement différents. Je ne pense pas que la stratégie de la Suédoise n'a pas été très différente de celle des autres pays. Lorsque l'on regarde pour le chiffre des décès, je crois que le bilan des morts est l'un des plus bas de morts excessives. Bien sûr, il y a des choses que l'on peut améliorer, mais je ne dirais pas que nous ne changerions pas les idées de base, parce que, vous savez, il y a des aspects qui sont profondément enracinés dans la population suédoise. Je pense que la préparation, en fait, en Suède, repose sur des responsabilités. Et ce qui est important, c'est parfois de continuer sur la même voie et de ne pas changer véritablement la structure. Je vais passer maintenant la parole à Monsieur Arnaud Vessier. Vous êtes cofondateur et président directeur général du groupe international SOS. Vous êtes leader mondial de l'assistance en santé et en sécurité pour les entreprises opérant à l'international. À ce titre, vous avez conseillé l'essentiel ou la quasi-totalité des entreprises du CAC 40 tout au long de la crise sanitaire.
Vous avez permis le rapatriement de leurs collaborateurs, vous leur avez fourni des masques, des tests, et vous avez déployé auprès d'elles des professionnels de santé pour les conseiller en matière de vaccins ou de stratégie de télétravail et autres. Donc, j'aurais aimé savoir si vous pensez qu'aujourd'hui, les entreprises, vu le choc qu'elles ont enduré, ont intégré cet enjeu de santé. Est-ce que c'est éphémère comme apprentissage ou est-ce qu'elles l'ont intégré durablement dans leur stratégie et leur structure? Je crois que, clairement, pour les entreprises, la Covid représente ce qu'avait été le 11 septembre en matière de sûreté et de sécurité. C'est-à-dire soudain l'émergence d'une nouvelle dépendance et la Covid étant évidemment un multiple du 11 septembre en termes d'impact. Et aujourd'hui, la santé qui avait été toujours vue pour les entreprises, elles s'en occupaient le moins possible dans la mesure où la santé c'était un problème pour les enfants ou pour les personnes âgées. Soudain, santé et business sont devenus codépendants. Et donc aujourd'hui, nous, ce qu'on voit avec les entreprises à travers le monde, les françaises, mais aussi les grandes américaines ou en Asie également, ce qu'on voit, c'est que les entreprises ont besoin de mettre en place un plan stratégique santé qui n'est pas lié à l'assurance. Avant, typiquement, la santé était vue sous un angle assurantiel. Aujourd'hui, le sujet est d'avoir une politique totale qui va du travail à la maison, puisque maintenant l'entreprise s'occupe des employés à la maison, puisqu'il y a un travail à la maison, le retour au bureau, et on voit bien en ce moment qu'il y a une énorme pression, notamment aux États-Unis, pour que les salariés reviennent au bureau. On l'a vu avec Goldman Sachs, on le voit avec JP Morgan. Nous-mêmes, on gère tout un grand nombre de programmes pour les boîtes de tech sur la côte ouest, pour Google, pour Facebook, pour Microsoft et les autres, où il y a un vrai changement d'attitude du travail à la maison à un retour au bureau. Il y a aussi le problème de santé mentale qui est devenu maintenant très significatif avec toutes les contraintes qu'on a subies pendant 18 mois. Et enfin, des programmes de prévention. Et la leçon qu'il faut, quand même, une des leçons qu'on peut tirer de la pandémie, c'est qu'il y a eu un succès phénoménal sur le plan scientifique, puisqu'on a développé un vaccin en un flash. Personne n'imaginait que ça puisse arriver aussi vite. Mais en revanche, un échec sur le plan de la logistique. Et en fait, la gestion de santé, la gestion de pandémie, il y a un aspect logistique considérable. Et en ayant confié la logistique et l'ayant gardé au niveau des États, on s'est aperçu à quel point les choses ont été lentes et limitées. Et je crois que... Vous pensez à quoi précisément, là, quand vous dites cet échec logistique des États? Je vous donne un exemple. On arrive sur les plages, c'est l'été. Il va falloir mettre des centres de vaccination sur les plages. Il va falloir mettre des vaccins réfrigérés sur les plages. Ce n'est pas un problème médical, c'est un pur problème de logistique. Donc, il faut que ce soit des logisticiens qui soient en charge de ça. Ce n'est pas des scientifiques. Les scientifiques, c'était en charge de trouver les traitements quand on est gravement malade à l'hôpital ou bien les vaccins. Et c'est vrai aussi pour les entreprises. On a des collaborateurs dans le monde entier. Il va falloir s'occuper de l'ensemble des collaborateurs dans les pays où il n'y a plus où il n'y a pas de vaccin. Et les pays en voie de développement, en fait, vont confier aux entreprises des programmes de vaccination. On le fait déjà en Indonésie, on le fait en Papouasie-Nouvelle-Guinée, on le fait dans un certain nombre de pays où ça va être transféré aux entreprises. Et on va avoir besoin de s'occuper de l'ensemble de nos collaborateurs. Donc, la responsabilité des entreprises dans les pays où les systèmes de santé sont moins forts va être absolument centrale. Et ça pour la vaccination, qui est l'urgence, parce qu'on est loin d'avoir vacciné nos populations, et puis après pour la préparation à des pandémies futures, puisqu'on en est quand même à la 5e grande pandémie en 15 ans, donc en 17 ans. Donc il y en aura d'autres. Il y a eu H1N1, SRAS, Zika, etc., etc. Donc il faut que les entreprises se préparent à la prochaine, et là-dessus, la collaboration secteur privé, secteur public et entreprise va être absolument essentielle. Et ce mouvement n'a pas commencé? Ce mouvement,
commence en partie et de façon assez étrange, non pas dans les pays développés, mais dans les pays en voie de développement. Parce qu'eux sont dépendants, ils n'ont pas accès au vaccin, et donc ils voient l'accès au vaccin à travers deux voies, les entreprises multinationales et les politiques de santé publique et d'aide publique. Allô ? Oui, merci Monsieur Messier. Je vais maintenant passer la parole à Monsieur Bernard Ben Saïd, qui est avec nous, qui est président fondateur du groupe privé Doctogestio, qui a été rebaptisé avec en début d'année et qui gère aujourd'hui 200 établissements sanitaires et médico-sociaux, des EHPAD, des cliniques privées, un peu partout en France, hein, si je ne m'abuse. Donc, vous avez été plutôt en prise avec l'organisationnel du système de santé en France. Et la question qui est posée, c'est, selon vous, comment faudrait-il faire pour améliorer cette réponse sanitaire, sachant qu'on a vu effectivement qu'à plusieurs reprises, on n'a pas jamais été débordé en termes de système de santé, mais on a été à la limite et parfois très très proche de la saturation. Donc comment améliorer la réponse sanitaire du système national, on va dire. Merci Nathalie. Est-ce que vous m'entendez bien ? Merci aux rencontres économiques d'Aix de m'inviter à partager mes idées sur un sujet aussi impactant pour le futur de la France, mais pas seulement. Alors comme je sais que le temps est compté, je vais peut-être d'abord livrer mes deux réflexions principales sur la manière dont je pense qu'il faudrait modifier ou amender le système de santé pour mieux lui permettre de répondre aux futures pandémies. Et puis ensuite, j'aurai l'occasion de développer ou de répondre aux questions de la salle. Alors la première idée, elle est assez dans l'air du temps, et je crois que tout le monde est à peu près d'accord aujourd'hui sur cette idée, c'est qu'en fait, on a trop pensé global et on n'a pas assez pensé local dans la réponse à cette crise majeure. Donc l'idée que je vais défendre, c'est qu'effectivement, pour mieux prendre en charge les prochaines pandémies, il faut que la gestion de ces crises se fasse au niveau des territoires. Ça, c'est la première idée. La deuxième idée, c'est l'idée que, bien entendu, on a besoin de l'État. Donc l'État a besoin d'être présent dans cette prise en charge, sauf que je pense, et certains commencent à le penser, et même à le mettre en œuvre dans des champs, pas pour celui de la santé, mais celui de la e-santé, c'est que l'État doit jouer non pas un rôle de, si vous voulez, d'ordonnanceur, mais un rôle de coordinateur. Et ça, c'est vraiment en lien avec ce qui se passe actuellement sur la e-santé, puisque vous savez que sur la e-santé, notre gouvernement a clairement décidé d'être plateforme État, d'être État plateforme et pas être coordinateur. Alors ça, je dirais que ce qui milite pour ces deux idées, c'est assez simple. Je m'appuie sur une étude du cabinet Joly, qui est un cabinet australien, qui a noté 102 États sur la performance de la prise en charge de la crise. Tout a été noté, le nombre de cas, le nombre de tests, le nombre de morts, le nombre de vaccinés, etc., etc. Et sur les 102 États, malheureusement, la France est dans le dernier tiers, on est 71 sur 102. Donc autant vous dire qu'effectivement, nous n'avons pas bien géré cette crise. Il y a 3 États qui sont premiers, et ils sont surprenants, ces États, mais je pense qu'on peut en tirer des leçons. Le premier État, c'est le Bhoutan. Alors Bhoutan, vous savez, c'est le petit pays qui est à côté du Népal, au-dessus du Bangladesh. Le deuxième État, c'est la Nouvelle-Zélande. Et le troisième État, les médias en ont beaucoup parlé, c'est Taïwan. Alors ce qui est proche de ces 3 États, c'est d'abord que c'est des petits États. Premièrement, c'est des États où il y a une cohésion nationale qui est très forte. Et effectivement, c'est la conclusion de cette étude, c'est que les pays qui ont bien réagi à la crise sont des pays qui, numéro 1, ont réagi très vite, numéro 2, ont réagi fortement, numéro 3, dans lequel il y a des cohésions très fortes. Et la France est un trop gros pays pour ça. C'est un trop gros pays. C'est un trop gros pays, on voit bien qu'on n'a pas réagi vite, il a fallu embarquer les Français, on a une communication du gouvernement qui a été exceptionnelle, mais qui a dû prendre du temps pour nous préparer. Et donc, on en a vu la conséquence. Donc, si on revient au niveau du territoire, eh bien, si on revient au niveau du territoire, on retrouve cette « small is beautiful », on retrouve le fait que les agents sur le territoire
se sentent embarqués, ils sont parfaitement, si vous voulez, solidaires par rapport à une crise, ils savent parfaitement se coordonner, et ils savent à ce moment-là, parce qu'il y a une urgence du territoire, si vous voulez, réagir vite. Donc ça, c'est la première idée. Donc l'idée, c'est que je pense que dans les prochaines crises, il faut redonner du pouvoir au territoire pour gérer les crises. La deuxième idée, c'est qu'on a quand même besoin d'État. On a quand même besoin d'État, c'est évident. Alors quel rôle doit jouer l'État? L'État doit jouer le rôle de coordinateur, le rôle de facilitateur, le rôle de plateforme. Et ça, c'est exactement la démarche actuellement qui est menée par le gouvernement et qui est personnifiée par deux personnes qui sont importantes, qui font avancer beaucoup, je crois, la e-santé en France, qui sont Dominique Pont et Laura Le Tourneau, et qui ont, sur le sujet de la e-santé qui va devenir majeur dans les années à venir, puisqu'on sait très bien que le digital va être une vraie solution, un vrai apport pour gérer ces crises, ont pris un parti pris très fort, qui est celui de dire l'État ne va pas ordonnancer, l'État va être plateforme. Et je pense qu'effectivement, on pourrait tirer parti de l'exemple de cette approche pour envisager une prise en charge opérationnelle des crises dans des prochaines crises sous la forme d'un État plateforme. Merci, Monsieur Ben Saïd. Je passe la parole à notre ami Philippe Lamoureux. Vous êtes directeur général du LEM, le syndicat des entreprises du médicament. Donc, et à ce titre, vous avez été en première ligne sur tout ce qui est approvisionnement et en médicaments et réactifs. Le pays a découvert à quel point nous étions dépendants de l'étranger, voire de pays assez lointains, l'Inde, pour s'approvisionner en médicaments. Donc je dirais que par rapport à la survenue d'une prochaine pandémie, est-ce qu'il faut, à votre avis, relocaliser les productions de médicaments, développer ces filières-là, comme on l'entend aujourd'hui jusqu'à l'Élysée, d'ailleurs, si vous allez nous en dire un mot, j'espère. Et puis, par ailleurs, se pose aussi toute la question des vaccins et des brevets et de la possibilité pour le monde entier, sachant que désormais ces crises sont globales, de bénéficier des vaccins qui permettent de s'en sortir collectivement. Merci. Alors, bon, d'abord, on a, nous, industriels, une sensation de fierté, parce qu'effectivement, ça a été dit, mais trouver un vaccin en 1 an, c'était un challenge incroyable, qui a été fait, il faut le dire, avec l'appui de la commande publique. Mais tout le monde, je crois, a tiré dans le même sens, et on est peut-être un contre-exemple du fait qu'il y a des choses qui ont marché. La deuxième fierté, c'est que malgré la crise, on n'a pas eu de rupture d'approvisionnement. Il faut savoir, par exemple, que pendant les premières semaines de la première vague, on a consommé en France, en quelques semaines, l'équivalent de 4 ans de produits de sédation. Et pourquoi on n'a pas eu ces 2 ruptures d'approvisionnement? Je vois qu'il y a mon ami Jacques Biot qui est dans la salle et qui a beaucoup planché sur ces sujets-là. Simplement parce qu'on a été chercher les produits là où ils étaient pour les amener au lit des patients là où ils se trouvaient. Et que finalement, on parle beaucoup de relocalisation, mais c'est la mondialisation qui nous a permis de faire face à la menace. Donc tout l'enjeu, pour répondre à votre première question, pour nous, c'est d'arriver à relocaliser sans démondialiser. Et finalement, si cette crise a appris quelque chose au gouvernement et à nos gouvernants, et vous l'avez très bien dit puisque vous parliez de la réunion qui a eu lieu à l'Élysée il y a 2 jours, c'est que notre industrie est une industrie stratégique au même titre que l'industrie de l'armement, au même titre que l'industrie des télécoms, et que d'une part, notre industrie est un outil d'autonomie sanitaire, et notre industrie est un outil de création de valeur. Et donc, je pense qu'il faut, ça nous invite en tout cas, à modifier le regard qu'on a sur cette industrie, qui n'est pas seulement un poste de dépense dans les comptes de la santé, mais qui doit aussi être considéré comme un poste d'investissement de long terme. Donc c'est un petit peu ce qui est en train de se passer. Il y a eu des annonces importantes il y a 2 jours, j'y reviendrai s'il y a des questions, mais je crois que les enseignements qu'on peut tirer pour la prochaine crise, si vous me permettez, le premier, c'est de surfer sur les enseignements de cette crise. Il y a des choses qui se sont bien passées. Par exemple, on a été capable, même dans un pays comme la France, d'enclencher des autorisations d'essais cliniques extrêmement vite pour faire de la recherche très rapidement. Et ça, il faut rendre hommage à l'Agence du médicament. Ça a été fait et plutôt bien fait. Donc, il y a des choses qui ont fonctionné, d'autres un peu moins. Je pense par exemple que la commande publique n'est pas adaptée à la situation de crise et qu'il y a probablement quelque chose à faire à ce niveau-là.
Je pense également qu'il y a des choses qui ont mal marché, même pour nous industriels. On s'est aperçu que notre outil de production manquait de flexibilité. On s'est aperçu qu'on n'utilisait pas toujours de façon optimale les données. On s'est aperçu que les processus de coopération et de coordination étaient insuffisamment formalisés. Le deuxième élément, c'est de regarder ce qui s'est passé dans les gold standards mondiaux. Et moi, ça me frappe beaucoup. Les pays qui ont, au plan industriel, été le plus efficaces, ce sont des pays qui ont décloisonné la recherche académique, la biotech et la big pharma, et où tout le monde a travaillé en tirant dans le même sens, là encore, Oxford avec AstraZeneca, BioNTech avec Pfizer. C'est vrai que la France n'a pas cette culture du décloisonnement, la France n'a pas cette culture du travailler ensemble. Je crois que cette crise, elle nous invite à, pardonnez-moi l'expression, mais je pense que si quelqu'un peut le dire dans la salle, c'est moi, de dédiaboliser cette industrie pharmaceutique qui est si précieuse et si utile en temps de pandémie. Je pense également, mais vous l'avez dit, qu'il faut relocaliser, mais relocaliser sans démondialiser et relocaliser à l'échelle européenne et pas à l'échelle d'un pays. À l'échelle d'un pays, ça n'a pas de sens. Il faut aussi attirer les produits innovants sur le territoire parce qu'on ne développera un tissu industriel que si on a toute la gamme de production. Et il faut retrouver de la croissance. Et là aussi, la crise, elle nous invite à repenser l'économie de marché. Vous ne développez pas un secteur industriel à coût de subvention. Vous développez un secteur industriel parce que vous avez un marché et parce que vous avez une visibilité sur ce marché. Alors, dernier point, vous parliez de la situation mondiale. Et je crois que là aussi, il faut anticiper. Vous parliez des brevets. Je pense qu'on est en train de faire un contresens. Je pense que ce sont les brevets qui protègent et qui permettent de développer la lutte contre la pandémie. D'abord parce que sans les brevets, il n'y a pas de recherche. Et en particulier, quand on voit la vitesse à laquelle les variants se développent, nous avons besoin des brevets. Et les brevets, c'est une garantie quand vous passez des accords de coopération et des accords de production industrielle sous licence. Et donc, pour vous donner un chiffre, parce qu'on le dit assez peu, et merci à Aix de me permettre de le dire, en 1 an, on a trouvé un vaccin, mais on a aussi doublé la capacité mondiale de production de vaccins. Et donc, l'outil de production, il a explosé, il s'est développé de façon incroyable en 1 an, mais il y a une élasticité à laquelle on ne peut pas prétendre. Et l'idée, je vais m'arrêter, je vois le panneau, et l'idée de faire tomber les brevets et de permettre une montée en charge dans les pays en développement, c'est une très bonne idée à terme. Il faudra probablement développer la production de vaccins dans les pays en développement. Quand on sait ce que prend le temps pour installer une usine de vaccins pour développer cette production, je pense que la pandémie sera passée et que nous attendrons encore les usines. Merci beaucoup. Nous allons rejoindre Joël Mokir, qui est à Chicago. Monsieur Mokir, vous nous entendez? Yes, can you hear me? OK. Alors, vous êtes professeur d'économie et d'histoire à la Northwestern University de Chicago et membre de l'Académie américaine des arts et des sciences. Donc, la pandémie de Covid peut-elle être comparée à la catastrophe que la grippe a occasionnée au début du siècle? Et quelles différences majeures vous repérez et quelle est la place du progrès technique aujourd'hui et dans la prochaine pandémie potentiellement pour résoudre. Oops. All right. Can people hear me? Est-ce que vous m'entendez bien? Donc, j'enseigne à mes étudiants que une règle de l'art, c'est que chaque phrase qui commence avec les mots « l'histoire nous enseigne » est très douteuse. C'est la tactique d'amateur et de démagogue. Mais bien sûr, la COVID-19 peut être comparée avec la pandémie de 1918. En 1918, les nouvelles démographiques étaient affreuses. Si on regarde les meilleures estimations dont nous disposons, et ensuite vous l'appliquez à notre mortalité actuelle, on aurait aujourd'hui une mortalité de 218 millions de personnes
d'après les catégories de 1918. Et le vrai nombre de morts, et ici on se repose sur la correction économique des statistiques nationales, est aux alentours de 10 et 11 millions. Donc, rien qu'en termes des chiffres, même si on prend le seuil supérieur, cela n'est que 5% de l'excédent de mortalité causé en 1918. Ces chiffres vont sans doute avoir une tendance à la hausse au cours du temps, mais même les projections les plus optimistiques ne projettent pas une mortalité de la COVID-19 qui soit similaire du tout à celle de 1918. Donc, ce que je souhaiterais faire, c'est vraiment adopter un ton optimiste. Du point de vue de la science clinique, en 1918, la pandémie de grippe était plus comme la peste bubonique que la COVID-19. À l'époque, les médecins, les scientifiques et la santé publique n'avaient aucune idée de ce qui leur arrivait. Et il est frappant à quel point il y a peu de bonnes pratiques en 1918 et à quel point ils avaient une absence de connaissance sur cette maladie. Cette maladie était provoquée, ils pensaient que cette provoquée était la faute d'une bactérie, mais le fait que c'était en fait un virus n'a été découvert qu'en 1935, mais même à ce moment-là, les médecins ne savaient pas analyser les bactéries. Donc la seule chose qu'ils savaient et dont ils disposaient, c'était l'aspirine, et ils l'ont prescrit en mégadose. Des choses comme la quinine, qui est utile puisque cela ne fonctionne que contre le paludisme. Par contre, beaucoup de médecins ont prescrit des produits toxiques qui ont empoisonné leurs patients avec des médicaments, enfin des substances telles que l'arsenic. Donc, la seule chose dont on pourrait espérer, c'était un effet placebo. Mais le plus souvent, il y a des témoins américains qui disent « ce n'est pas ce que vous faites pas qui vous tue, c'est ce que vous pensez savoir, mais qui n'est pas vrai ». Donc, nous avons eu chance, puisque le siècle depuis la grippe espagnole, les scientifiques ont relégué les maladies infectieuses à une cause secondaire de décès. Les maladies infectieuses aux États-Unis est responsable diminue de 36 000 considérablement entre 1918 et 1980. Donc, on avait l'impression que l'humanité avait fini par gagner la guerre contre ces maladies. Mais ensuite, il y a eu la sida, la grippe porcine. Mais sur le plan démographique, ces pandémies étaient de deuxième ordre. Ensuite est venue la COVID-19. Donc, est-ce que la victoire sur la bactérie était illusoire? La COVID est virale et parfois vicieuse. Était une surprise pour toute personne qui ne s'appelait pas Bill Gates. La COVID a servi à quelque chose. C'était un dispositif qui nous a permis de nous focaliser. Les scientifiques l'ont vu comme étant une menace majeure. Et donc, ils pouvaient concentrer leur puissance intellectuelle à son combat. Donc, dès que cette maladie est survenue, les gens savaient exactement de quoi il s'agissait. Et ils ont envoyé la séquence du génome à toute personne qui le demandait. Et il y avait un effort global pour développer un vaccin qui a été lancé. C'était un bel exemple de coopération internationale dans la génération de connaissances. Ensuite, il y a eu une autre grande révolution scientifique. Depuis le milieu des années 90, un groupe de scientifiques mené par Catherine Caraco travaillait sur l'RNA messager. Et c'était une idée révolutionnaire dans le monde de la médecine. Et donc, je ne suis pas médecin, mais économiste, mais c'est la manière dont on dit aux cellules de fabriquer ce qui ressemble à un fragment de virus que reconnaît le corps afin de stimuler son système immunitaire. Et donc, c'est une immunitaire à large portée et qui fonctionne sans doute aussi bien contre différents variants du virus. Et donc, il est frappant que Caraco et ses équipes ont commencé
fabriqué de l'RNA messager et quelques semaines après, il a injecté déjà chez les animaux. Donc, les quantités massives de recherche et l'argent qui a été dévoué à cet RNA messager a un effet, ARN messager a eu un effet majeur. Et donc, grâce à cette pandémie, nous avons pu nous concentrer sur cet effort. Cela nous permet de dire aux cellules de fabriquer une protéine qu'on leur dit de fabriquer. Et donc, ça va nous aider par rapport aux antigènes de beaucoup d'autres maladies en dehors de la COVID. Et donc, le potentiel de vaccination est énorme. Peut-être que l'on peut avoir une immunité contre beaucoup d'autres maladies en dehors de la grippe. L'Ebola, le Zika, la rage et tout type de virus. Et en fait, et ils ont déjà trouvé un vaccin contre le paludisme. Et les applications pour le cancer ne sont pas loin d'être avérées. Et donc, cet ARN messager peut être appliqué aux même les ennemis les plus tenaces des êtres humains, les maladies auto-immunes. Donc, je dois dire qu'on a l'impression, c'est presque insensible de le dire, mais de ce point de vue, et je le souligne, la COVID-19, la pandémie, a été une bénédiction. La vaccination ARN et la rapidité avec laquelle on a pu le développer a eu un impact incroyable sur la médecine. Donc, avant de m'arrêter, je souhaiterais apporter 2 commentaires pour terminer. D'abord, ce qui est frappant dans l'histoire économique, c'est la forme en batte de hockey. Donc, dans l'histoire de la médecine, avant, les gens ne savaient pas du tout ce qui pouvait provoquer les maladies. Et ensuite, il y a une explosion de connaissances. Mais deuxièmement, et c'est pertinent pour la prochaine pandémie, l'histoire humaine peut être représentée comme une bataille sans fin entre la connaissance et l'évolution. Donc, les mutations et la sélection, l'apparition de nouvelles maladies, de la peste noire à l'Ebola, le sida et la COVID-19. Donc, quand les êtres humains trouvent une réponse à une maladie, l'évolution cherche à défaire nos réussites en produisant des mutants et des pathogènes pour attaquer nos armes. Donc, parfois, on arrive à éliminer la maladie, comme la polio. Et parfois, c'est éphémère, comme la grippe et le sida. Mais étant donné ce qui s'est produit depuis 1 an, moi, je dirais, dans cette course entre l'illusion et l'ingéniosité humaine. Merci beaucoup. Thank you, Monsieur Mokir. Pierre-Yves, juste, tu nous fais un petit point de conclusion, parce que je crois que le temps est... Je crois que le temps est presque près écoulé. Voilà. Peut-être qu'il y a 1 ou 2 questions de la salle plutôt qu'une conclusion, ce sera plus intéressant. Écoute, vas-y, je pense. Est-ce qu'il y a des questions de la salle, comme je ne vois pas la salle? Je ne sais pas. Écoute, vas-y, fais-nous un petit récapitulatif, parce que là... Oui, alors, c'est une tâche presque aussi difficile que... Il y a une question? Non? Salle? C'est une tâche presque aussi difficile que de préparer la future pandémie, c'est de résumer tout ce qui a été dit en 2 minutes. Je crois que moi, je retire l'attention qui a été portée à l'articulation entre les différents niveaux, le global, le local, le micro-local. Pierre-Yves, je t'arrête, on a une question dans la salle, donc on va la prendre, hein, puisque... Oui, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup pour toute cette intervention super intéressante. Il y a une question que je me pose par rapport aux futures pandémies. Il y a quelque chose qui pourrait être très différent pour les prochaines pandémies, qui est que actuellement on a fait beaucoup de progrès sur les manipulations génétiques et il pourrait y avoir des possibilités que des agents malveillants ou des gens qui font des choses par accident créent un agent pathogène de toute pièce qui pourrait avoir des caractéristiques qui le rendraient beaucoup plus dangereux qu'une pandémie a priori naturelle comme le Covid. Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut faire pour se préparer spécifiquement à ce type de risque qui pourrait être différent du Covid?
D'accord, donc une espèce de complot ou d'agents infectieux fabriqués, c'est de ça dont vous parlez. Exemple, par des groupes de terroristes qui pourraient acquérir des manières... Enfin, comme ces technologies sont de plus en plus faciles à mettre en place et de moins en moins chères, ça risque de devenir possible dans les années qui viennent. Alors, je ne sais pas si Sylvie Briand est encore avec nous, si elle a entendu la question. Oui. Vous avez entendu la question? Oui, tout à fait, oui. Alors, on se préoccupe beaucoup de ça, effectivement, non seulement parce que, avec une logique de transparence, la plupart des séquences génétiques des pathogènes dangereux sont accessibles à tout le monde, dans des bases de données qui sont publiques. Et aussi parce que, comme vous le dites tout à fait justement, on peut maintenant se procurer des morceaux d'ADN ou d'ARN sur Internet qu'on peut commander assez facilement. Et on peut aussi acheter des machines qui permettent justement de produire ces nouveaux virus, dans ce qu'on appelle en anglais Garage Lab. Des jeunes doctorants peuvent tout à fait s'installer dans leur garage et puis construire des virus. Donc évidemment, tout ça n'est pas nécessairement lié à une intention de nuire, mais on est quand même préoccupé parce que du fait que de l'accessibilité de ces techniques, on peut tout à fait avoir des gens, même sans mauvaise intention, qui peuvent produire des accidents biologiques et lâcher dans la nature des virus qui peuvent être dangereux pour l'espèce humaine. Donc on est en train de discuter au niveau international pour essayer de mettre des garde-fous et des sécurités, d'une part pour l'accès à des morceaux d'ADN ou d'ARN sur Internet en essayant de limiter la capacité d'avoir accès à certains morceaux qui sont plus dangereux que d'autres, mais aussi en mettant des systèmes de sécurité sur ces machines pour essayer de faire en sorte qu'il n'y ait pas la possibilité de reproduire des virus très dangereux. Mais évidemment, ça demande une collaboration internationale, des lois et des régulations dans les pays qui soient assez fortes et c'est assez difficile à cause de la globalisation et du fait que finalement, si c'est fait dans certains pays, il y a beaucoup d'autres pays qui n'ont pas encore ces régulations et qui donc, quelque part, en fait, sont à risque de voir ces pratiques. Merci beaucoup, Madame Briand. Ne pas se généraliser, mais disons de voir ces pratiques exister. Donc c'est un problème de sécurité sanitaire internationale qui nous préoccupe et on essaye de trouver des solutions assez rapidement. Notre temps est écoulé. Merci à tous les intervenants. C'était un débat très, très riche et à la fois impossible à écluser en l'espace d'une heure. Donc merci à tous. Et puis, on va céder la place au prochain. Merci beaucoup.